Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de l'UE appareil digestif qui va porter sur l'anatomie de l'appareil digestif. Je vous le répète, je vous le rappelle, le référentiel est donc les fondamentaux de la pathologie digestive qui a été écrit par la collégiale des universitaires en hépato-gastro-entérologie. Concernant les questions de l'examen, elles ne porteront que sur les schémas contenus dans ce référentiel et les notions écrites textuellement dans ce diaporama, à l'exception des dernières diapositives pour vous expliquer les anastomoses entre les vascularisations artérielles. Lorsqu'on prend une vue d'ensemble, on va différencier le tube digestif, donc qui va du pharynx avec l'œsophage, l'estomac, le duodénum, puis le jéjunum et l'iléon et le jéjunum, puis le côlon, se terminant par le rectum. Mais si on y associe le foie, les voies biliaires extra-hépatiques et le pancréas, on a à ce moment-là l'appareil digestif. On en parle de glandes accessoires s'agissant du foie et du pancréas. Donc, sur cette vue animée en 3 dimensions, on voit bien la place du foie qui est rétrocostale, l'estomac qui est à la partie postérieure du foie. Et si on regarde ensuite les vascularisations, dont on verra qu'elles viennent de l'aorte, il y a également les reins comme rapport postérieur. Commençons par l'œsophage. Donc l'œsophage, qui va du pharynx à l'estomac, qui a donc une partie intrathoracique, avec des rapports très particuliers dans le médiastin, la trachée en avant, la crosse de l'aorte sur son côté gauche, avec un passage diaphragmatique pour rejoindre l'estomac. Donc, sur cette figure de face, on revoit l'œsophage, la trachée, la bronche principale gauche, la crosse de l'aorte et son passage au niveau du hiatus œsophagien, le passage qui devient l'estomac avec une courte portion d'œsophage intra-abdominal. Il existe des zones de striction qui sont au niveau de la jonction avec le pharynx, au niveau où l'œsophage va croiser la crosse de l'aorte et au niveau de la bronche souche gauche ou bronche principale gauche. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 2 sphincters, un sphincter œsophagien supérieur et un sphincter œsophagien inférieur, et cette coupe du sphincter œsophagien inférieur vous montre le complexe anatomique anti-reflux du bas œsophage avec le diaphragme, le sphincter œsophagien inférieur avec des fibres pour le diaphragme oblique, ce fameux angle de His entre l'œsophage et l'estomac. On voit qu'il y a une jonction muqueuse entre l'épithélium de l'œsophage et l'épithélium de l'estomac. Une diapositive que vous gardez mais qui n'est pas à savoir, avec la taille, donc les 6 premiers centimètres qui sont l'œsophage cervical, puis l'œsophage intrathoracique entre 21 et 37 et l'œsophage abdominal entre 37 et 40 cm des arcades dentaires avec un total de 65 cm. Ce qu'il faut retenir uniquement sur ce schéma, c'est le plexus veineux sous-muqueux qui donnera les varices œsophagiennes. Toutes ces veines-là ne sont pas à retenir. Et également le nerf pneumogastrique, le 10, qui a deux rameaux, l'un antérieur et l'autre postérieur. Donc c'est vraiment un nerf fondamental pour la cavité abdominale. Passons maintenant à l'estomac.
donc qui fait suite à l'œsophage et qui va se poursuivre ensuite après la région pylorique, le sphincter du pylore, le duodénum. On retrouve l'angle de His, autrement dit l'incisure cardiale. On distingue dans le fundus avec la grosse tubérosité et le corps, et l'antre pylorique, qui est cette partie terminale, dont on verra en physiologie que les cellules qui la tapissent ne sont pas du tout de la même façon. Puis le canal pylorique qui s'arrête au niveau de l'orifice pylorique, qui est un sphincter lisse. Sa vascularisation, bien sûr, vient du tronc cœliaque, avec l'artère gastrique gauche, qui vascularise la petite courbure de l'estomac, l'artère gastrique droite, autrement dit l'artère pylorique, et puis l'artère gastro-duodénale qui va donner ensuite l'artère gastro-omentale droite ou gastro-épiploïque. Puis, venant de l'artère splénique, les artères gastriques courtes avec des communications entre tout ce réseau. Venons-en maintenant au duodénum. Le duodénum a 4 parties. Le premier duodénum qui est horizontal, puis le deuxième duodénal qui est vertical, le troisième duodénal qui est horizontal et le quatrième duodénal qui est vertical. Il y a 2 points importants à la face interne de D2, la papille majeure qui est constante et qui reçoit le canal principal du pancréatique et la voie biliaire, nous le verrons plus tard, et la papille mineure qui est inconstante, qui se trouve dans le tiers supérieur, les 2 tiers supérieurs du deuxième duodénum et qui est l'abouchement du canal pancréatique dorsal ou accessoire. Et les artères du duodénum sont les mêmes que celles de l'estomac, puisque dans sa partie droite, puisqu'on a l'artère gastro-duodénale, l'artère supraduodénale et les arcades pancréatiques supérieures et antérieures, et également inférieures et antérieures. Pour le jéjunum et l'iléon, très peu de choses à retenir. Une différence de vascularisation pour les arcades artérielles, qui sont plus nombreuses au niveau de l'iléon qu'au niveau du jéjunum. L'accollement du mésentère, donc se faisant de manière postérieure avec un trajet supérieur et en bas allant de dedans en dehors sur la droite. Donc c'est la racine du mésentère, l'accollement de tout le mésentère. Et la vascularisation est essentiellement due à l'artère mésentérique supérieure qui va donc donner les artères jéjunales, ensuite les vasa recta qui sont la partie terminale de la vascularisation artérielle, et puis les arcades iléales avec en particulier l'artère de l'appendice qu'on appelle l'artère appendiculaire, qui est aussi appelée artère iléo-séco-appendiculaire. Pour le côlon, donc qui fait suite à l'intestin au niveau de la valvule iléocécale, avec un côlon droit, un côlon transverse et un côlon gauche descendant sigmoïde qui aboutit au niveau de la charnière recto-sigmoïdienne avec un abouchement avec le rectum. Donc on reprend l'appendice iléocécal, le cécum, la valvule iléocécale dite de Boin. Il y a des téniacolis, sont des bandelettes longitudinales qui viennent donner le point d'insertion de l'appendice, qui est un très bon repère pour les chirurgiens. L'angle colique droit, puis le côlon transverse, l'angle colique gauche, ensuite le côlon gauche, ou côlon descendant, le sigmoïde, et ensuite la charnière recto-sigmoïdienne, et le rectum après, nous y reviendrons. La vascularisation,
on retrouve l'artère mésentérique supérieure avec l'artère colique moyenne, l'artère colique droite et l'artère iléocolique. Il est évident que les choses sont inconstantes, mais vous devez retenir ce schéma modal, et une partie venant de l'artère mésentérique inférieure qui donne l'artère colique gauche et les artères sigmoïdiennes, avec ce qu'on appelle le tronc des sigmoïdiennes. Le canal anal et le rectum. Cette diapositive est fondamentale. Donc le rectum fait 15 cm de long. Il y a une partie supérieure que l'on voit quand on ouvre la cavité abdominale, donc qui est péritonisée. On appelle ça partie péritonisée, qui reçoit donc du péritoine viscéral. Et en dessous du cul-de-sac dit de Douglas, le rectum n'est pas visible. Il est dit sous-péritonié. Il y a 3 parties. Le rectum bas, et on le donne à partir du sphincter supérieur, puisque lorsque l'on fait un toucher rectal, on demande au patient de serrer, ce qui nous permet de donner la distance par rapport au sphincter, et vous apprendrez ça plus tard, c'est fondamental pour les traitements du cancer du rectum. Ensuite, il y a un rectum moyen qui est de 2 cm à 7 cm, et de 7 cm à 15 cm, on parle de rectum haut. Le canal anal comprend une partie du bas rectum, puisqu'il est composé sur toute sa longueur du sphincter, des 2 sphincters, le sphincter strié et le sphincter interne, dont je vous rappelle que le sphincter interne est la partie comprise dans le rectum lui-même, puisque c'est sa musculeuse qui est épaissie, que ce sphincter est lisse et donc il n'a pas de contraction volontaire, alors que le sphincter externe a une contraction volontaire, et donc le canal anal est vraiment responsable de la continence anale. Donc voilà sur une vue latérale avec le canal anal et la partie supérieure du rectum dont l'abouchement avec le sigmoïde. Une autre coupe longitudinale du canal avec donc on revoit le sphincter interne qui est la musculeuse du rectum qui s'épaissit, et donc il y a un sphincter lisse de contraction non volontaire. Le sphincter externe avec sa partie profonde, superficielle et sous-cutanée, qui est un muscle squelettique, donc à contraction volontaire. Et il y a une autre partie, des releveurs élévateurs de l'anus sur les côtés, avec le chef ilio-coccygien et le puborectal. Le mésorectum est quelque chose de fondamental, c'est le méso du rectum. Il est fondamental pour la pathologie tumorale, mais ce sont des notions que nous reverrons en DF, en 5e année. La vascularisation artérielle, une partie de l'iliaque commune gauche et l'autre de l'iliaque commune droite, qui donne donc les artères rectales moyennes, puis l'artère pubindale interne qui va donner l'artère rectale inférieure, l'artère rectale supérieure venant de l'artère mésentérique inférieure, et le plexus veineux avec des ramifications qui viendront alimenter les hémorroïdes. Les 3 zones histologiques sont fondamentales. La zone A, B et C, donc la zone colorectale glandulaire, la zone transitionnelle et la zone malpighienne. C'est vraiment cette partie-là qu'on appelle le canal anal, avec les différents cancers qui vont se développer. Donc quand on revient à la vue d'ensemble, maintenant que nous avons vu le tube digestif, œsophage, estomac, duodénum, jéjunum, iléon, côlon et rectum, on va y rajouter le foie, les voies biliaires extra-hépatiques et le pancréas. S'agissant des voies biliaires et du foie, donc le foie a un lobe droit et un lobe gauche, et à sa partie inférieure, on va retrouver la vésicule biliaire et différentes faces dont vous n'avez pas à retenir les noms. Ce schéma par contre lui est extrêmement important avec
donc la vésicule biliaire et le conduit ou canal cystique qui rejoint la voie biliaire principale, elle-même formée du conduit hépatique commun, puis du canal cholédoque. Ce dernier venant se jeter dans la papille principale, à la partie inférieure du D2, comme nous l'avons déjà vu. La vascularisation du foie est faite de l'artère hépatique commune au départ, qui vient du tronc cœliaque, commune à l'artère gastrique droite et à l'artère gastro-duodénale, puis ensuite l'artère gastrique propre, qui donne une artère hépatique gauche et une artère hépatique droite. Et la veine part en arrière et la veine porte. On distingue des segments dans le foie, dans le lobe gauche, le segment 3, le segment 2, puis le segment 4 supérieur, dit apical, ou le segment inférieur, basal, le segment 5, le segment 8, le segment 7 et le segment 6. Si on le regarde sur cette coupe éclatée du foie, on s'aperçoit qu'en fait c'est défini entre un foie gauche 2, 3 et 4 et un foie droit 8, 5, 6 et 7 qui sont dus en fait à la segmentation portale. Et cette segmentation portale est représentée schématiquement comme ceci, avec la branche portale droite qui donne une branche pour le segment 3, 4 et 3 et le segment 2, et la branche portale droite qui donne une vascularisation pour la segmentaire antérieure, donc le segment 8 et le segment 5, et la sectorielle postérieure, le 6 et le 7. Vous voyez que une des différences entre le segment 1 et les autres segments du foie, c'est que les segments du foie se drainent dans les veines hépatiques, alors que le segment 1, lui, se draine directement dans la veine cave. Et on verra que c'est important, en particulier dans le syndrome dit de Budd-Chiari, où on a une thrombose des veines hépatiques, et donc une atrophie de ces veines-là, de ces segments-là, et une hypertrophie du segment 1. Les voies biliaires extra-hépatiques, donc vésicule biliaire, canal cystique, le canal droit et le canal gauche, le canal commun au canal droit et au canal gauche, avec un abouchement, le cystique, et donc le conduit biliaire, avec à ce moment-là le canal principal qui va se jeter au niveau de la papille duodénale et l'ampoule de Vater en recevant le canal pancréatique. Pour ce qui est des veines, donc la veine porte, qui reçoit la veine mésentérique supérieure et la veine mésentérique inférieure, soit directement, soit avec la veine splénique, et sur ces schémas, les veines collatérales qui sont dilatées en cas de cirrhose. Nous y reviendrons plus tard dans les cours. Le pancréas, donc, qui est enchâssé dans le duodénum, pour lequel il y a une partie qu'on appelle la tête, le col ou l'isthme du pancréas, le corps et la queue, dans lequel est enchâssée la rate par en arrière. Le canal pancréatique principal, qui vient se jeter dans la papille duodénale dite principale ou majeure, et qui reçoit la voie biliaire au niveau du sphincter d'Oddi, et la papille duodénale mineure, qui est le canal accessoire du pancréas. Dans une localisation par en arrière, la vascularisation artérielle du pancréas, venant toujours du tronc cœliaque. Nous l'avons vu gastro-duodénal avec l'artère hépatique commune, et donc ça c'est le cercle postérieur. Il y a également un cercle antérieur qui vient avec la vascularisation de l'artère mésentérique supérieure et l'artère splénique qui donne des artères collatérales, grande artère pancréatique et l'artère pancréatique dorsale au niveau de l'isthme du pancréas. Donc ça c'est pour que vous compreniez bien la vascularisation. Ça c'est l'aorte, le tronc cœliaque qui va vasculariser le foie et l'estomac avec l'artère splénique, l'artère hépatique commune et l'artère gastrique gauche, l'artère mésentérique supérieure qui vascularise, on y reviendra avec des arcades, une partie de l'estomac et de la rate, mais surtout le pancréas et bien sûr l'intestin grêle et le côlon droit, et l'artère mésentérique inférieure
qui vascularisent surtout le côlon gauche et le rectum. Il existe des arcades, comme nous l'avons vu, qui font communiquer ces réseaux artériels tronc-cœliaque, artère mésentérique supérieure et artère mésentérique inférieure, dont vous n'avez pas besoin de retenir les noms pour le niveau de la deuxième année. Mais pour vous expliquer, il existe pendant l'embryogénèse une diminution des vascularisations et des interconnexions pour au final garder le tronc-cœliaque, l'artère mésentérique supérieure et l'artère mésentérique inférieure. Et donc les communications permettent de faire communiquer les artères mésentériques supérieures avec le tronc-cœliaque par l'artère rio-branco ou l'artère globulaire, l'arcade de Rioland permettant de faire communiquer l'artère mésentérique supérieure à l'artère mésentérique inférieure, de même pour l'artère de Villemain. Et ça sera donc important pour les thromboses aiguës de ces artères, où on peut comprendre qu'une thrombose aiguë de l'artère mésentérique supérieure peut être suppléée en partie par les artères de rio-branco et de brûleur, permettant aux quelques premiers centimètres de grêle d'être toujours viables. Et pour la vascularisation veineuse, nous l'avons vu, et donc la vascularisation veineuse, c'est mésentérique inférieur, rejoignant le tronc splénomésaraïque, donc qui est l'abouchement de la veine mésentérique inférieure et de la veine splénique, donnant le tronc-porte, qui donne une branche droite et une branche gauche dans le foie. Voilà, nous avons fini pour l'anatomie de l'appareil digestif.